Donc voilà, donc aujourd'hui, on accueille Vincent Erard qui est qui sera là et qui va nous dire un peu plus comment convaincre son interlocuteur et surtout lors d'un entretien d'embauche. Donc je vous rappelle juste les petites règles. On a le micro coupé parce que c'est vrai que si tout le monde commence à parler, c'est vrai que ça devient un peu cacophonique. Donc c'est vrai que c'est mieux d'éviter les bruits parasites. Moi, je vous demanderais d'être bienveillant et bienveillante parce que c'est vrai que c'est une valeur qui est très importante aujourd'hui encore plus, déjà pour notre hôte et puis aussi pour vous toutes et tous, pour qu'on puisse être bien et aller de l'avant. Je vous demanderai aussi, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions. C'est vraiment l'objectif de ce live, c'est vraiment d'avoir du direct et puis d'avoir des interactions entre vous. Et puis, mettez votre nom. Je pense que c'est toujours sympathique d'avoir des noms et prénoms et puis de savoir qui est là ou pas. Donc, hop, nous allons dans le truc d'après. Donc voilà, Vincent Erard, il est formateur et coach. Il a une société, il travaille depuis plus de 15 ans dans les RH, donc il connaît très bien son travail. Il s'est vraiment spécialisé dans tout ce qui était leadership et il a une société aujourd'hui en consulting RH. Il a aussi un centre de formation à Neuchâtel, mais ça, je lui laisserai un peu plus nous en dire plus. Je vous rappelle un petit peu qu'est-ce qu'on fait, nous, chez JobWatch. Alors, nous, on a là, cette spécificité de proposer des emplois que vous verrez vraiment nulle part ailleurs parce qu'on est vraiment spécialisé en horlogerie. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous ne verrez pas ce genre d'annonce sur d'autres portails. Donc, on a vraiment cette spécificité-là. Et puis, au niveau de la formation, on propose aussi beaucoup de formations donc, je vous encourage vraiment, dans ces temps un petit peu dark, d'aller voir ces formations. Et puis, on fait ces lives parce qu'il y a eu ce Covid et parce qu'on a vraiment voulu créer un média différent pour vous offrir des ressources différentes. Je vous encourage aussi à rester connecté sur tous nos réseaux, LinkedIn, beaucoup, Facebook, Instagram. Donc, n'hésitez pas, vous verrez toute notre actualité. Donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Avec Vincent. Et puis, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, sur ton profil, pourquoi tu en es arrivé là? Et je te laisse la parole. Voilà, bonjour, bienvenue à toutes et tous. Merci d'être venus et d'être venus aussi nombreux. Je vais d'abord répondre aux deux questions que Raphaël vous a posées. Moi, si Raphaël a gagné au loto, je vais évidemment aller lui demander qu'il partage avec moi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième question, si je dois si je dois avoir un travail, je vais conserver le mien parce que je suis vraiment très, très heureux de ce que je fais. J'avais 14 ans quand, pour la première fois, on m'a demandé, c'est drôle parce que je ne savais pas qui poserait cette question-là, mais pour la première fois à 14 ans, on m'a demandé ce que je voulais faire dans la vie. Et puis, je lui ai dit, je veux faire quelque chose en lien avec l'argent et quelque chose qui soit en lien avec les gens. Et je crois que j'ai assez trouvé dans les RH cette belle configuration. Donc, c'est pour ça que je suis dans les RH aujourd'hui, une quinzaine d'années effectivement d'expérience, deux sociétés, dont l'une précisément dans le leadership, faction. J'ai mis un peu de côté pour l'instant ma partie RH pour essayer de développer avec mon associé cette deuxième société. Voilà, aujourd'hui, donc, le challenge pour moi, c'est de vous faire passer un message en quelques lignes qui sera beaucoup plus percutant que des mises en situation. Malheureusement, aujourd'hui, je suis plutôt en train de favoriser la réalité et la mise en situation réelle, mais la situation fait qu'on doit se retrouver en ligne, donc on s'adapte et on essaye de faire les choses en ligne. Convaincre, alors je ne sais pas si vous avez regardé la définition de convaincre. Convaincre, c'est amener quelqu'un à reconnaître quelque chose comme vrai ou nécessaire. Convaincre, ça veut dire donc que ce n'est pas directement dans votre configuration, mais que c'est l'autre qui doit être convaincu. Et donc, ça amène quelque chose de très difficile dans la façon de faire parce que ça ne dépend pas que de vous. Si je prends un exemple, construire un mur, vous allez pouvoir le faire par vous-même sans problème. Habiter avec son conjoint ou sa conjointe, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus complexe parce que ça dépend de l'autre. Et du coup, convaincre dans un deuxième projet comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans les grandes lignes. Évidemment, ça reste très, très superficiel sur une trentaine de minutes, 45 minutes.
Et puis, je vous invite alors très volontiers à me faire des feedbacks et à ce qu'on puisse poursuivre ces discussions par la suite. Voilà, je vais laisser Raphaël me poser l'une ou l'autre question et puis au fil du temps, j'essaierai d'y répondre au mieux pour vous apporter un peu un contenu. Alors, moi, je vais être assez tout de suite dans le vif du sujet. J'aimerais vraiment que tu me dises comment on doit se préparer pour un entretien et surtout pour convaincre. Oui, alors l'essentiel dans la préparation, il faut se dire que c'est déjà la moitié du travail de se préparer. Donc, quand on est en entretien, on a déjà fait la moitié, on a déjà réussi. C'est ce qu'on a mis dans le petit début de teasing. On a indiqué qu'effectivement, le fait d'être en entretien, c'était une très bonne chose. Il restait un petit chemin à faire, mais l'avantage, c'est qu'une bonne partie est faite. En fait, vous avez 50% qui est fait et vous pouvez vous y préparer. C'est ça qui fait une énorme différence. L'entretien en lui-même, on a un côté stressant parce qu'on est devant la personne, parce qu'on est évidemment évalué. Par contre, dans la partie opérationnelle de préparation, vous pouvez vous accompagner des bonnes personnes. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on se prépare par rapport à une entreprise, à un poste? On doit évidemment se renseigner. Pas plus tard qu'hier, j'ai quelqu'un qui me dit « Je suis désolé, c'était lundi, je n'ai pas eu le temps durant le week-end. » Ça, ce n'est pas possible. On vient à un entretien, on sait de quoi on parle. Une autre personne m'avait dit « Mais ça date un petit peu. Je sais que vous êtes dans le médical. » Pas de bol, on était dans l'horlogerie. Ça ne va pas non plus. Donc, c'est des petites choses sur lesquelles, au départ, on a en tout cas un point, non pas à mettre, mais un point à éviter en négatif. Avoir évidemment préparé ses documents, relu son CV. De nouveau, pas plus tard qu'hier, je reçois un CV qui n'est pas à jour. Ce n'est pas possible. On ne peut pas envoyer un CV qui n'est pas à jour. Donc, tout ça, c'est des éléments où déjà je suis convaincu du négatif quand je vois des choses comme ça, alors que vous devez essayer de convaincre dans le positif. Anticiper les questions qui vous sont posées. On sait exactement sur quoi on va être interrogé, donc c'est comme si effectivement on a les réponses en avance. Et puis être zen, reposer, c'est important aussi, puisque justement le 50% restant, il va dépendre de beaucoup d'autres choses, du stress, il y aura pas mal d'éléments sur lesquels vous ne pouvez pas gérer. Prenez une position méta aussi. Dans cette configuration, vous devez effectivement prendre un peu de hauteur. On peut appeler ça la PNL, on peut appeler ça la visualisation mentale, on pourrait vous faire un cours là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire. Un skieur, par exemple, avant la descente, il prévoit effectivement tous ses virages, il prévoit la façon dont il va faire, il visualise tout. Et du coup, c'est aussi ce que vous devez apprendre à faire avant un entretien. Là, on est encore dans la préparation et on est encore dans quelque chose qu'on peut travailler. La PNL, la visualisation mentale, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous former et c'est des choses sur lesquelles vous pouvez gagner avoir une longueur d'avance par rapport à tout un chacun. Donc, tout ça, ça se fait en amont. Pourquoi? Parce que convaincre va vous prendre toute l'énergie nécessaire dans la partie entretien. Et c'est vraiment un point qui est absolument essentiel. On doit avoir tout ce qui est possible derrière pour se focaliser sur l'entretien dans lequel on aura effectivement beaucoup besoin d'énergie. Ok, donc l'idée vraiment, c'est déjà de vraiment bien se préparer. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire plus quand on commence l'entretien? Est-ce qu'il y a des choses à savoir, des trucs et astuces? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, il y a une première chose, c'est qu'il faut écouter. La plupart des gens n'écoutent pas suffisamment. En fait, dans cette situation-là, si on part mal, on va effectivement probablement mal finir parce qu'on se rend compte, mine de rien, qu'on n'a pas écouté, on se rend compte qu'on n'a pas la question. Et ce n'est pas facile d'écouter dans le stress. C'est clair qu'un entretien, c'est une grosse phase de stress. Ça peut vous avez dit quel job vous allez faire, CEO, etc. Quand on se prépare pour ce type de futur emploi, il y a un stress considérable. On est en train de jouer notre avenir professionnel. Donc, effectivement, écoutez, et puis vous aurez un certain nombre de réponses. Quand on dit « parlez-moi un peu de notre entreprise », qu'est-ce qu'on recherche? Tout simplement, on cherche à voir si la personne s'est préparée. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Prenez ne serait-ce que 15 minutes pour aller sur le site Internet, pour aller voir ce qui se fait. Vous pourrez raccrocher des exemples comme ça, et là, on est convaincu de la qualité de la personne quand on a réussi à obtenir finalement un peu de l'essence, pas forcément ce qu'il y a sur la première page, mais peut-être
un petit détail, quelque chose qui vous a marqué, si possible assez réaliste, soyez vrai. On n'a pas envie de quelqu'un qui a appris par cœur le site Internet, on a envie de quelqu'un qui est vrai. Et de nouveau, c'est un peu du Pareto, hein, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, mais du 80-20, assez rapidement, je peux atteindre un très bon résultat en allant juste regarder quelques éléments sur le site. Déceler dans chaque question ce que la personne cherche à obtenir, déceler les points sensibles sur lesquels vous allez pouvoir faire la différence. En fait, le recruteur, il doit avoir l'impression que vous avez suscité l'intérêt. Dites-en pas trop, mais dites-en un petit peu et laissez venir le reste. Est-ce qu'il y a des éléments principaux dont il faut se méfier, enfin des trucs qu'il faut vraiment éviter pendant l'entretien? Ouais, alors pour convaincre, il faut déjà du contenu qualitatif. On n'a pas besoin de savoir dans quelle école secondaire vous étiez, quel résultat vous avez fait. Si vous avez 20 ou 30 ans d'expérience, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Évidemment que si on prend le profil relativement junior, là, oui, c'est des éléments qui, ma foi, vont compter. Mais privilégiez la qualité. On n'a pas besoin de tout savoir sur vous. Focalisez-vous sur le contenu un petit peu, mais principalement sur la relation. Il faut qu'il y ait une connexion avec la personne. Il faut vraiment qu'on se dise, cette personne-là, j'ai eu un contact, j'ai eu un feeling. Allez au bout de cette relation. N'essayez pas forcément le contenu dans les grandes lignes. Ce n'est pas ça qui va faire la différence. Faites attention aussi à l'habillement. Je ne suis pas convaincu quand j'ai quelqu'un qui ne correspond pas. Alors, ni trop, ni trop peu. Hein. Dans une société horlogère, ne venez pas forcément costard-cravate. Ça ne correspond pas au monde. À l'inverse, si je vais dans une banque, ça paraît une évidence. Prenez par l'ascendance sur votre interlocuteur. Ça, c'est extrêmement important. C'est une question comment on va dire, de compétition. Si je sens que l'autre en face est en train de me prendre ma place, même de manière très inconsciente, ça ne va pas me convenir. Et donc, je ne suis pas convaincu. Il suffit de ça. Hein. Donc, le non-verbal, faites attention. Le verbal, faites aussi très attention à ce que vous dites en dehors de l'entretien. Pour moi, l'évaluation, elle commence bien avant la phase où je suis devant la personne. La phase d'évaluation, elle commence dans les premières interactions par téléphone. Elle commence, par exemple, sur le parking, quand les gens tournent en rond dans tous les sens à essayer d'aller regarder s'ils sont bien parqués, qu'ils ne changent pas fois leur voiture de place de parc. Enfin, c'est des petits détails, mais c'est des détails, quand nous, on voit ça, qui sont absolument essentiels. Donc, c'est un peu un coup de poker. Essayez de ne pas mentir. Adaptez-vous un petit peu à la réalité à bon escient. Et tu arrives à me donner un exemple pratique pour convaincre, enfin vraiment plus chose de pratico-pratique? Moi, j'ai dû convaincre, par exemple. Oui. Oui, alors, effectivement, donc j'ai une situation qui est toute récente, puisque je me suis associé à mon collègue, donc M. Nardozzi. Il a fallu convaincre parce que pour moi, Faction, c'était une toute nouvelle entreprise. J'étais convaincu du produit, mais je n'étais pas convaincu d'investir pleinement tout ça au départ. Et lui, il a une toute autre expérience. Il a fondé plusieurs autres entreprises. Il avait son magasin d'informatique à l'époque. Il a pris des risques. Et en fait, j'ai dû me convaincre moi, et il a dû me convaincre, on va dire ça comme ça, qu'il fallait aller de l'avant. Puis on ne le regrette pas du tout. C'est une très, très belle expérience. Et est-ce qu'on peut se dire qu'on peut faire une analogie entre convaincre et se vendre? Ah oui, alors se vendre, c'est une très belle image de convaincre. C'est un peu ça, mais il faut faire attention quand on fait de la vente. Parce que quand on en fait un peu trop, alors je ne suis pas vendeur et je ne suis pas formé dans la vente. Par contre, il y a un certain nombre de choses, notamment dans le consulting que je fais, dans la connaissance de soi. La connaissance de soi, je ne sais pas si certains ont déjà expérimenté, c'est ces fameuses analyses de personnalité, c'est la manière dont on essaye effectivement de connaître l'autre et de se connaître soi-même. Et dans la vente,
C'est impressionnant ce qu'on a des gens dans l'immobilier, par exemple, ou dans la vente d'une voiture, hein, le nombre de mauvais vendeurs. Qu'est-ce qu'ils font quand ils vendent? Ils vendent les mérites, ils vendent la technique, ils vendent la couleur, mais qu'est-ce qu'ils savent de ce que l'autre en face a besoin? Et là, convaincre, ce n'est pas effectivement se dire je dois absolument donner les avantages de mon produit. Convaincre, c'est regarder ce dont l'autre a besoin, quelles sont ses questions, quelles sont ses envies, et à partir de là, je conçois ma propre image de ce que je vais pouvoir lui dire. Donc, effectivement, vendre ou convaincre, c'est un peu la même chose, mais il ne faut surtout pas faire de la vente push. Je ne sais pas si c'est clair push, mais je n'ai rien contre les vendeurs et vendeuses de chez H&M, mais quand je vais acheter une chemise et puis qu'on me dit vous avez besoin de quelque chose, ce n'est pas forcément exactement ce que j'attends. Donc ça, c'est à mon avis, de la mauvaise vente. On les pousse à faire ce travail-là. À l'inverse, en fonction du besoin, en fonction de ce que me raconte la personne, même de manière non verbale, je peux avoir pas mal d'éléments sur lesquels je peux m'appuyer. Donc, si je suis un bon vendeur, effectivement, j'analyse le besoin du client et puis, en analysant son besoin, je crée l'envie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film du Loup de Wall Street où effectivement, on vend un stylo. C'est très représentatif de cette situation que je viens de vous dire. Ils ont fait tout un film là autour, hein, mais c'est exactement ça. Donc, effectivement, convaincre, c'est vendre, mais de la bonne façon. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Et je suis toujours étonné, c'est pour ça que j'ai pris les voitures et l'immobilier, je suis toujours étonné dans ces domaines qu'on ait de la peine à former les gens là-dessus. Parce que là, on parle de millions, on parle, enfin, en tout cas dans les maisons. Et surtout, vu le nombre qui veulent en acheter, ça paraît intéressant comme marché. Alors, comment on crée cette envie? Alors, pour créer l'envie, je dirais qu'il faut être vous, il faut être sincère, il faut montrer que vous avez envie de travailler pour cette entreprise. Il faut montrer que vous êtes vivant tout en étant assez pro, que vous êtes humain, vous avez une sensibilité, mais il ne faut pas en faire trop. Effectivement, c'est la plus belle entreprise que j'ai toujours espéré avoir. Non, non, quand même. On est normaux, hein. On ne s'appelle pas tous Nestlé, Cartier ou je ne sais quoi. À un moment donné, effectivement, il faut être réaliste, mais on a une relation à créer. De nouveau, j'insiste sur cette question de relation. La personne, elle doit plus avoir une bonne relation qu'effectivement simplement voir quelqu'un qui a des qualifications, des compétences techniques. Et c'est un peu d'ailleurs comme les enfants, hein. C'est un peu le même principe. Dans une relation, l'enfant, il est droit, c'est pas droit, c'est pas le terme que je voulais utiliser, mais il est sans filtre. Ben, soyez un peu sans filtre quand vous faites un entretien. Donc, l'entretien se passe, le recruteur pose des questions. Tu peux nous dire comment se termine l'entretien, comment l'importance de la fin de l'entretien? Comment est-ce que je dois agir? Oui, alors la fin de l'entretien, elle est bon, on a dû passer très très vite sur un certain nombre de choses. Effectivement, on est déjà à la fin de l'entretien. On n'a pas pu tout voir, bien évidemment, mais il y a un élément assez essentiel, c'est que vous avez dû rester le numéro 2 durant tout l'entretien. Vous n'avez pas pris la place du recruteur ou de la recruteuse, vous êtes resté un peu dans l'ombre. Le moment de la fin de l'entretien, c'est le moment dans lequel vous allez basculer dans le numéro 1, celui qui décide. Et là, en général, on vous dit, est-ce que vous avez des questions? Alors, je suis toujours étonné du nombre de gens qui disent bon, non, pas de questions, vous avez été clair, oui, bah, super. On doit prévoir des questions, on doit prévoir de rebondir sur quelque chose, et puis on évite les questions combien de jours de vacances vous avez, est-ce que vous avez des heures obligatoires, on essaye d'aller sur quelque chose d'un peu intéressant, valorisant, qui montre justement le travail qu'on a fait en amont. On a passé 15 minutes, on a dit on fait du Pareto, hein, on a passé peu de temps, mais sur ces 15 minutes, on a été chercher des éléments dans lesquels on pouvait vraiment faire la différence. Et c'est maintenant qu'on fait la différence, c'est là qu'on sort notre savoir et qu'on pose une question bien tournée, intéressante et intelligente qui puisse permettre de montrer ce qu'on sait. Donc, c'est un moment primordial pour convaincre. C'est un des derniers moments, on va dire. Il y en a encore d'autres, on va peut-être y venir, mais il y en a encore d'autres qui permettent d'encore rajouter une petite couche. Et bah, justement, on y vient. L'après-entretien, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, ça, c'est un moment qui est privilégié. Là, on peut encore faire une différence. Après l'entretien, moi, je demande, mais ce n'est pas le cas de tous les recruteurs, mais moi, je demande qu'on me donne
un feedback à froid. Et je dis à froid, prenez le temps, 3-4 jours. Essayez de me dire un petit peu comment vous avez senti la chose. Et je suis toujours étonné, qu'est-ce que je vais dire, 40% des gens vous répondent dans la minute qui suit ou dans l'heure qui suit. Parce que comme ça, c'est fait. On est dehors, on a encore ce point à régler, on profite de le faire. Non, à froid. Et là, pour moi, c'est aussi un check. Alors, ça dépend du niveau de la fonction, mais dans des fonctions dans lesquelles on attend de la personne qu'elle réfléchisse, qu'elle soit synthétique, etc., qu'elle soit posée, à ce moment-là, c'est l'occasion encore de montrer qu'on fait des choses justes. Et pour un mail comme ça, ou si vous le faites par mail, ça me paraît plus logique, un mail comme ça, c'est 3 heures de préparation. Pour être bien fin, montrer qu'on a écouté, c'est encore l'occasion, la dernière, on va dire, de convaincre. Vincent, ça a l'air vraiment facile quand tu dis ça. C'est vrai que tu dis beaucoup de choses très intéressantes, mais pourquoi on a l'impression parfois que ça ne fonctionne pas, que ça bug, qu'il y a des problèmes? Pourquoi certains y arrivent, d'autres pas? Il y a une certaine retenue. J'ai rencontré il y a quelques jours quelqu'un en coaching de carrière, enfin accompagnement de carrière, et cette personne très compétente me dit, je suis complètement déstabilisé, je suis dans un domaine très niche, j'arrive pas à en sortir. On a discuté 2 heures. Après 2 heures, elle me dit, mais c'est évident, maintenant c'est bon, j'y vais. Pourquoi ne pas faire ces efforts-là? Quand on a la grippe, on prend les médicaments peut-être. Quand on est sur un chemin et puis qu'on n'arrive pas à monter parce qu'il y a des cailloux, etc., puis qu'il y a une chaîne, on la prend, la chaîne. Donc, c'est des réflexes qu'on a. Puis vous allez me dire, oui, mais ça, c'est gratuit, c'est pas… Oui, mais quand vous montez au Molaison ou je ne sais où, vous prenez la télécabine ou vous essayez de faire au mieux pour y monter. C'est exactement la même chose dans le développement personnel. Les gens doivent aussi tout d'un coup avoir un coup de pouce. Dans n'importe quel domaine, on peut tout d'un coup avoir besoin d'un coup de pouce. Mais on ne le fait pas forcément parce que c'est un domaine dans lequel on sent que on est un peu coupable, on n'est pas bon, on n'a pas le courage. Moi, personnellement, quand je répare ma voiture, je vais au garage, je ne le fais pas moi-même. Chacun son métier, j'aurais tendance à dire. Et quels sont les outils que tu utilises justement pour aider les gens? C'est toi aujourd'hui. Ouais. Alors, effectivement, donc, la première chose, c'est que la première personne à convaincre, c'est vous. Et donc, c'est pour ça que je disais le travail de préparation, la confiance en soi, c'est un outil. L'estime de soi, c'est un outil. Alors, c'est des mots qui pèsent lourd, parce qu'avoir de la confiance en soi, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident, mais c'est des outils qui ont leur poids. Et quand on a ça en poche, on va beaucoup mieux en entretien, on est beaucoup plus à l'aise dans la démarche. Donc ça, c'est 2 outils. Le troisième, j'en ai déjà brièvement parlé tout à l'heure, c'est la connaissance de soi. Connaître son fonctionnement, connaître ses origines, connaître sa façon de gérer, c'est quelque chose d'essentiel que vous devez, à mon avis, au moins une fois, mais généralement, ça se répète, ces actions-là, mais au moins une fois, apprenez à vous connaître. C'est quelque chose de très, très important. Et l'outil le meilleur, c'est d'aller chercher le plaisir chez l'autre. Et quand les gens ont du plaisir, ils ont tendance effectivement à décrocher un peu les montagnes. Donc, allez effectivement à la rencontre de cette personne que vous avez en face de vous, qui du coup est la personne qui va en partie décider de l'évolution de votre carrière professionnelle. Je terminerai peut-être sur un élément, parce que je vois qu'on arrive gentiment au terme, mais c'est l'aspect motivation, par exemple. Comment motiver? Vous voyez beaucoup de cours sur comment motiver. Mais on ne motive pas quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qui est achetable. La motivation, elle vient de l'interne. Donc, de nouveau, le fonctionnement de la personne, la manière dont on fonctionne, c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Je te remercie, Vincent. Effectivement, on est pile poil dans les temps. Il est 12h30. Donc là, je te propose de passer aux questions des personnes ici présentes. On a des premières questions qui est qu'est-ce que tu entends par langage non verbal? C'est vrai que qu'est-ce que tu appelles par le métalangage? Et puis, est-ce qu'il y a des choses à éviter? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors effectivement, le langage non verbal, typiquement quelqu'un qui tourne en rond devant l'entreprise, qui ne sait pas s'il doit y aller, il y va, ou il arrive vers la réception, mais il se dit je suis un peu tôt, il revient.
Ça, c'est du non-verbal, tout bêtement. Après, vous avez toute une série de non-verbales qui interviennent quand vous rencontrez votre interlocuteur pour la première fois. Est-ce que bon, je lui serrer la main, c'est plus très actuel, mais quand je serre la main, est-ce que j'y vais franchement? Est-ce que je dois lui laisser sa part, entre guillemets, de responsabilité? Tout ça, ça se sent, les mains moites. C'est des choses sur lesquelles l'intimidation des éléments comme ça, c'est des choses sur lesquelles ça se voit de manière non verbale. Donc, c'est des choses sur lesquelles on doit absolument agir, fonctionner. Alors, on fait quoi contre les mains moites, du coup? On se met du tape. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire, mais déjà, il faut… bon, il y a des choses à faire, mais bon, ça devient plus médical que RH. Par contre, je soignerais plutôt le mal en amont. Pourquoi est-ce que j'ai les mains moites? C'est généralement ça qu'il faut agir, sur lequel il faut agir. Et ça, c'est de nouveau par les mêmes outils. Bien sûr. Alors, on a les fameuses questions pièges, force et faiblesse. Le truc, c'est une question de Florent Joly. Est-ce que tu arrives à nous en dire plus sur ça? Ouais, alors il faut que je revoie la question plus en détail peut-être, mais disons, effectivement, force et faiblesse, bon, c'est une vieille question. Hein. J'aurais tendance à dire que les recruteurs et recruteuses, j'espère qu'il n'y en a pas trop qui m'écoutent et qui sont dans ce cas-là, mais c'est une question qui est un peu bateau hein, aujourd'hui. Je dirais, on la pose de moins en moins, c'est une question qui n'est pas axée compétences. Aujourd'hui, on va plutôt analyser les mises en situation. Qu'est-ce que vous faites dans telle situation ou qu'est-ce que vous avez vécu dans le passé? Maintenant, si on vous pose la question force et faiblesse, ben, vous pouvez vous dire c'est quelqu'un qui est plutôt sur, on va dire, sur des check the box. Hein, je ne sais pas si vous me comprenez, mais j'entends, il faut qu'il ait ça. Alors ça, on a généralement la réponse dans l'annonce. Quelles sont les forces qui sont attendues? Donc, il faudrait essayer d'être dans le tir. Et puis, se préparer éventuellement à des potentiels exemples dans lesquels on est comme ça. Et puis, pour les faiblesses, ben, je pense que vous avez déjà entendu, hein, il y a des faiblesses types qui sont… des positifs et négatifs, typiquement le perfectionnisme. On sait très bien que c'est quelque chose qui est négatif, mais qui peut être perçu comme positif. Donc, on va essayer de rentrer dans cette case-là, et s'il y en a quelques-unes des comme ça. Faire attention de ne pas se faire piéger, mais disons, c'est assez facile. Mais c'est vrai qu'on l'entend de moins en moins, cette question. Avec Oui, elle est assez basique, on va dire. Elle apporte peu de plus-value. J'ai une question de Didier J qui dit: quel genre d'argument avez-vous utilisé pour convaincre votre associé? Bon, c'est plutôt lui au final. Hein. C'est vrai que je n'ai pas répondu exactement à la question, mais c'est plutôt lui qui a dû me convaincre. Parce que pour moi, je ne voulais pas trop investir. Je suis assez épargnant, je fais attention. Et en fait, ce qui m'a convaincu, c'est que finalement, il y a quelque chose, ben là, c'était financier, mais quand il y a quelque chose qui sort, il doit y avoir quelque chose qui rentre. Et au final, c'est vrai que ben, rien que des phrases comme ça, c'est des phrases qui m'ont permis de me dire, mais oui, effectivement, allons-y, quoi. On a du matériel, on avait une preuve que, et puis ça a suffi. Maintenant, me convaincre, moi, c'était ça mon exemple, mais du coup, effectivement, il répond que partiellement à la question. Me convaincre, moi, j'ai dû prendre des risques dans ce cas-là. Ça m'a fait du bien, on va dire ça comme ça. C'est bien. J'ai une autre question d'Aïssa ou Aya. Quel genre de questions peut-on poser à la fin? Est-ce qu'il y a des questions type Oui, alors je dirais beaucoup des questions sur l'entreprise, sur la manière dont elle est organisée, ou ça dépend dans quel domaine on est, mais si on prend des postes à responsabilité, on pourrait par exemple poser la question sur le développement, les objectifs, d'éventuels futurs produits. Si vous avez vu un article professionnel dans lequel est mentionné justement l'entreprise, bah, c'est bien d'y faire référence. J'ai vu que vous aviez publié sur tel aspect. Là, ça montre de nouveau, hein, ça montre que vous avez fait l'effort d'aller chercher. Donc, des questions plutôt axées sur la stratégie, sur le développement, mais on peut aussi se dire qu'il y a des fonctions sur lesquelles on peut poser des questions assez opérationnelles. Hein. Quelle machine vous utilisez? Est-ce que vous faites du décolletage? Enfin, si on est dans le domaine horloger, par exemple, ce qui est le cas de la plupart de nos auditrices et auditeurs, on peut aussi aller dans des questions plus spécifiques. Hein. Est-ce que vous travaillez sur différents types de gammes? Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de choses qui sont sur le site Internet, mais on peut aussi aller dans des questions un peu plus techniques. C'est moins mon cas.
Donc, tu es d'accord, par contre, qu'il faut éviter les questions type le salaire, type vacances, en tout cas pour le premier entretien, je parle. Ouais, alors même pour le deuxième, pour le troisième et pour le quatrième, ne jamais parler de salaire nous-mêmes. Là, de nouveau, hein, quand on dit ne pas prendre la place, comme je disais tout à l'heure, ne pas prendre la place du chef, hein, du recruteur ou de la recruteuse, c'est typiquement ça. Ça, c'est une question que l'employeur doit se poser, mais ce n'est pas une question que l'employé ou le candidat doit poser. Jamais. Alors après, c'est Pourquoi clair que… viennent Voilà, avec on ces va attendre. Et sujets puis, sur la table. absolument. Et puis nous, finalement, c'est pas… Nous, on a du temps à perdre en tant que candidat. L'employeur peut se dire à un moment donné, je vais quand même poser la question assez rapidement parce que je ne veux pas perdre trop de temps, mais l'employé ne peut pas dire ça. Enfin, pardon, le candidat, décidément. Le candidat ne peut pas dire ça parce que le candidat prend du temps pour l'employeur, donc il doit attendre que ce soit le bon moment et que la question soit posée. Même question pour les vacances, les choses comme ça ou… Pas non plus, non, c'est pas… Déjà, il y a des bases légales, donc la plupart, on sait un petit peu ce qu'ils ont. Hein. C'est une base légale, c'est une société, donc on sait ce qu'il y a. Ça peut faire peur à un employeur qu'on dise, mais quand est-ce que je peux prendre mes vacances? Mais on n'est pas engagé, qu'on est déjà en train de prendre des vacances. Donc, on va éviter ce genre de thématique. Okay. On me dit d'Asna sur la question du feedback. Donc, on doit faire un feedback, nous, aux recruteurs, et après, David enchaîne en disant faut-il reconfirmer l'intérêt du poste. Ou il Ouais, faut alors, le recruteur, j'ai envie de dire. ouais, effectivement, je pense qu'on a l'opportunité de justement de convaincre une fois de plus avec ce feedback. S'il est demandé, prioritairement, faites bien attention à respecter les exigences de l'employeur. Justement, comme j'ai dit, à froid, après 3 jours, etc., il faut le faire après 3 jours. Ça, c'est des éléments sur lesquels on n'a pas le choix. Par contre, si ce n'est pas demandé, libre à vous. Hein. Vous pouvez apporter un élément supplémentaire que vous avez réfléchi au terme de l'entretien. Vous pouvez donner un feedback un peu posé sur la manière dont vous avez perçu l'entretien, le contact, etc. Essayez d'y apporter un contexte supplémentaire que de simplement dire, écoutez, voilà, je vous remercie pour le temps consacré et puis j'espère vivement que je serai engagé. Ça, c'est un peu basique. Apporter plutôt une plus-value avec ce message complémentaire. Okay. J'ai une question de Didier J qui pose la question quelles pourraient être là ou les raisons qui pourraient entraîner un refus, même si, à notre avis, tout s'est bien passé, bonne réponse, intérêt montré, connaissance de la société, très bon feeling, blablabla. Ouais, parfois, c'est la loi du marché. J'entends. Oui, tout s'est bien passé. Déjà, on va jamais répondre de manière, on va dire, de manière honnête. Hein. Enfin, c'est assez rare qu'on vous dise vraiment ce qui n'est pas allé. Je dirais quand c'est non, c'est non. Il ne faut pas se formaliser. Faut prendre les choses telles qu'elles sont. Faut prendre beaucoup de distance, beaucoup de distance, parce que ça peut être plein d'autres raisons, mais il y en a beaucoup qu'on ne peut pas justifier, qu'on n'a pas envie de justifier non plus, parce qu'on est dans un contexte dans lequel aujourd'hui les gens sont de plus en plus à porter plainte, à remettre en question. Donc, l'employeur, le recruteur, la recruteuse est aussi formé pour éviter de trop donner de détails. On va donner des détails quand effectivement on se rend compte que la personne est un peu démunie, qu'il n'y a pas trop de risques, mais de manière générale, on répond peu à ce type de feedback. Pas de questions. Alors, je te remercie. J'ai une autre question de Nadine Jacquet-Pierroulet, et c'est vrai que c'est une question qui, je pense, intéressante parce que pourquoi certains ne donnent aucune réponse à l'entretien? Alors, je sais que ça dépend du recruteur, mais c'est vrai que je suis étonné de voir encore que beaucoup de recruteurs ne prennent pas le temps de répondre aux personnes qui ont candidaté. Donc, toi qui es de l'autre côté, est-ce que tu arrives à nous en dire plus? Ouais, alors, il y a des mauvaises raisons qui sont inacceptables. Hein, quand on a pris le temps de faire un entretien et qu'on ne donne pas de réponse, c'est absolument inconcevable. Après, il peut y avoir effectivement une surcharge de travail, ça peut être une erreur. Enfin, voilà, il faut s'imaginer aussi que de l'autre côté de la barrière, en tant que candidat-candidate, on a le feeling que c'est l'élément le plus important. Oui, ce n'est pas qu'on donne peu d'importance à ça, mais il y a peut-être beaucoup d'autres urgences qui sont intervenues et que du coup, la réponse a tendance à tarder un peu. Maintenant, effectivement, il n'y a pas de justification à ne pas répondre. C'est une aberration. Je dirais qu'un mois, c'est peu. Pour donner une réponse dans le sens de la question de cette dame. Un mois, c'est peu.
J'attendrai, peut-être vous pouvez relancer un email, voilà, de dire que vous êtes toujours intéressé, etc. Mais un mois, ça passe très vite quand on est du côté de l'employeur et on n'a pas forcément de réponse avant ces dates-là. Alors là, il est 40. On a encore, il y a beaucoup de questions, donc je vais être obligé de faire un choix. Je vais prendre un peu au Je fur et à peux faire mesure. un choix, moi. J'en ai Vas-y, bien vas-y, une qui m'intéresse. vas-y. Enfin, elles sont toutes intéressantes, on est d'accord, mais On a beaucoup, alors la vas-y. question du 80-100%, je trouve que c'est assez fondamental. Ça peut être une autre question, hein. J'ai peur de demander un 80 au lieu d'un 100, peur que ce soit mal perçu, etc. Je trouve que c'est une question intéressante. Ça peut être d'autres choses, hein. Pensez à poser ces questions-là tout à la fin. Quand vous savez que, hein, c'est comme le poisson, on est déjà attaché. Et puis là, on peut aller un peu dans des détails comme ceux-là. Alors, ce ne sont pas des détails, on est bien d'accord. Mais si j'ai choisi mon futur candidat, mon futur collaborateur ou ma future collaboratrice, et que sur le dernier step, je dois, ma foi, aller sur un 80, je vais probablement y aller. Ou alors, c'est que vous n'étiez pas la bonne personne, mais vous avez beaucoup plus de chances tout à la fin que d'attendre, on va dire, de poser la question trop vite, pardon, c'est plutôt dans ce sens-là, de poser la question trop vite et puis que ce soit un no-go. Vous avez meilleur temps d'attendre et puis quand on vous a choisi, vous négociez. Ce n'est pas très correct, ce n'est pas très loyal, mais c'est le jeu. Hein. S'il y a plein de problèmes au départ, on a tendance à dire non. Si on est en phase finale et puis qu'il y a cette question-là, c'est plus facile. Alors Vincent, moi ce que je te propose, je te propose de choisir la dernière question. Comme ça, et puis après, je te propose de conclure. Et puis peut-être aussi, je te laisse choisir et puis on conclut. Alors, je vais faire un peu un mix parce qu'il y a plusieurs questions que j'ai vues passer qui parlent de la lettre de motivation. Comme son nom l'indique, la lettre de motivation, enfin, c'est un document extrêmement important. Elle n'est pas du tout, elle est encore tout à fait d'actualité. La question de la lettre de motivation, elle est sensible pour donner des détails sur ce que l'on ne voit pas dans un CV, c'est-à-dire justement la motivation. Là aussi, c'est vrai que j'aurais pu en parler, et puis c'est totalement dans le thème de convaincre. Il faut convaincre dans une lettre de motivation. De nouveau, une lettre de motivation, ça prend 2 ou 3 heures si on la fait bien, liée à l'entreprise en fonction des besoins. Donc, c'est vraiment un document qui est sensiblement important. Ce n'est pas le premier document qu'on regarde. Donc, il faut que le CV soit bon. Le CV, on y passe 30 à 45 secondes dans une première lecture. Si effectivement ça s'avère positif, on va aller plus loin. Et si ça s'avère encore positif après, on va lire la lettre de motivation. Donc, ce n'est pas le premier élément, mais vraiment, c'est assez essentiel de passer ça en revue. Je trouve chouette parce qu'il y a Didier qui dit celle de Margot, mais moi, je n'arrive pas à revoir celle de Margot. Mais... Alors, moi, je te propose qu'on s'arrête là. Je te laisse peut-être conclure. Et puis après, je conclurai. Et puis peut-être, de toute façon, il y aura beaucoup de questions. Je pense que tu donnes ton adresse mail. Enfin, je ne sais pas comment toi, tu veux faire. Mais je pense que tu es disponible, en tout cas, pour répondre aux questions, si Oui, oui, alors jamais. avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je dirais pour conclure que je reviendrai sur cette notion de préparation, de formation, prenez le temps de faire les choses en amont. Il y a beaucoup à faire pour se connaître, il y a beaucoup à faire pour se préparer. Et puis après, je dirais c'est presque plus facile parce que vous venez en confiance. La confiance en soi, l'estime de soi, le développement personnel, la communication sont des éléments sur lesquels nous on forme, autant chez Faction que du domaine RH dans mon autre entreprise. N'hésitez pas en tout cas à nous contacter si vous avez quelconque besoin dans ce domaine-là. On se fera un grand plaisir de vous accompagner. Alors, du coup, ce que je te propose, c'est que peut-être je te laisserai mettre dans la barre de chat ton site internet. Comme ça, on en sait plus aussi sur ce que tu proposes et les formations que tu proposes. De notre côté, chez JobWatch, nous aussi, on peut vous aider avec le nouveau service qu'on est en train de lancer, qui est ce JobWatch Coaching et avec ce retravail des CV. Donc, on peut vraiment vous aider à retravailler vos CV parce que, comme tu disais tout à l'heure, le CV, c'est 50%, l'entretien, c'est les autres 50%. Donc, nous, aujourd'hui, on peut vous aider dans cette ce premier travail, enfin, ce premier step, cette première épreuve. Et puis, vous pouvez nous rejoindre toujours sur nos réseaux sociaux. Je laisse peut-être Valérie mettre l'adresse tout de suite. On a tous nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à partager, parce que c'est ça aussi, montrer votre intérêt pour retrouver un emploi. Donc, n'hésitez pas à partager et à nous suivre.
On va faire un petit selfie juste pour conclure ça. Donc, je propose qu'on se fasse le plus beau possible, oui, le plus belle possible. Et puis, on peut se faire un petit cœur, des petits coucous. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, je vous remercie beaucoup, 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 et surtout à Vincent de nous avoir appris plein de choses. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Donc, merci, merci, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une super belle journée, plein de bonnes énergies. Et puis à tout bientôt. Merci à tous Merci et toutes. beaucoup, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.